Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Semaine écourtée, Kamala Harris. Ouf, la panique pogne. Hey, Joe Rogan, je peux-tu aller dans ton show? Ça va pas bien. Suite au débat qui avait été, c'était un genre de débat un peu 3 contre 1 là. Un genre de débat 3 contre 1 où Trump, a passé plus de temps à s'excuser ou à justifier son bilan, puis à justifier ses affaires qu'à parler, tu sais, c'était ça finalement, c'était ça un peu l'impression que tu avais. Tu te dis: «Coudonc, on est-tu en 2020 ou on est en 2024?» En 2020, ça aurait peut-être été un bon setup, mais 2024, c'était le bilan de Biden-Harris qu'il fallait attaquer. C'était pas le bilan de Trump 2017-2020, 2017-2021. Mais bref, c'est de même que c'est arrivé. Fait qu'on avait vu les trends s'inverser. Bon, Kamala Harris était passé là, dans les odds avant Donald Trump. Bon, tout ça a perduré jusqu'au débat, à peu près, je dirais, entre Vance et Tim Pontim. Et là, ça a complètement dérapé à partir de là. Parce que tout le monde dit les débats, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais tu es obligé de dire que c'est vraiment là que la tendance s'est inversée. Vous l'aviez couvert pendant que je n'étais pas là. Puis Ben, c'est que l'électeur indépendant, c'est là qu'il écoute. Tu sais, je veux dire, les gens normaux, là, pas les geeks, là, les gens normaux, les élections, ça les intéresse pas tant que ça. Dans le fond, fait qu'ils s'y intéressent très peu. Mais, tu sais, dans une catégorie de gens, peut-être 10-15% de la population qui sont vraiment au milieu là, de l'électorat, là, dans le sens que ils peuvent aller autant d'un côté ou de l'autre, là, démocrate, républicain. Des gens qui ont tendance à voter plus pour les personnalités que les partis politiques ou encore les programmes. C'est ce type de personnes-là qui se disent « je dois faire mon devoir de citoyen puis aller voter ». Souvent, ben, dans leur devoir de citoyen, ce qu'ils vont inclure, c'est d'écouter un débat. Ouais. Donc, leur travail d'électeur citoyen se résume souvent à écouter un débat et aller voter. Donc, c'est là qu'ils vont prendre leur décision. C'est pas tout le monde, là, mais c'est peut-être 10-15% de la population qui va faire ça. Puis ça, c'est elector to grab. Là, c'est vraiment, là, ils peuvent aller d'un bord ou de l'autre. Puis oui, ils ont tendance à voter plus ces personnalités. C'est pour ça que ça swing autant dans un débat. C'est pas parce que on annonce de quoi de spectaculaire ou n'importe quoi, c'est que là, il y a des personnes qui prêtent jamais attention à l'élection, qui soudainement là, vont s'y intéresser pendant cette fenêtre d'opportunité-là. Et le reste du temps, ils s'y intéresseront plus. Ils vont faire leur devoir de citoyen à ce moment précis-là, et c'est tout. Absolument. Et allons sur le data. Parce que le data, c'est ce qui est le plus important. Canada 338 a mis à jour ça. Commençons par ça, les sondages, puis on viendra aux odds après. Là. Donc, dans les sondages, ce qu'on voit sur Canada 338, c'est que bon, les prédictions ont été mises quand même à jour dans les dernières heures. Donc, ça date d'hier. Selon les projections d'hier, on est à 312 grands électeurs, 312 au collège électoral pour Trump, 226 pour Harris. Je rappelle que c'est 270, là, je le dis parce qu'il y a du monde qui sont en audio, pour la victoire. C'était, il n'y a pas si longtemps, presque des chiffres inverses à ça. Et là, si tu regardes les swing states, ils sont tous passés du côté républicain. Même Nevada qui est passé rouge. C'est ça. Donc, le Nevada, l'Arizona, la Géorgie, la Caroline du Nord, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Donc, et là, on voit sur le côté, là, c'est Michigan, Pennsylvanie, Wisconsin, ça reste très serré, mais ce ne sera pas assez, même si on inversait même si il gagnait, en fait, ces trois-là, je pense pas que c'est assez pour lui garantir une victoire. Ce qui nous amène en fait aux moyennes de sondage. Donc, si on va, je vais arrêter de partager ça, puis je vais vous montrer, parce que tu as le site Real Clear Politics qui est quand même assez bien fait pour ça. Quand on regarde, on peut voir assez facilement toutes les stats qu'on a besoin de voir. Donc,
quand on Là, on va est dans les là-dessus, sondages. Tu sais, nous autres, on parle beaucoup de odds, ouais, là, mais là, on est dans les sondages. mais Puis l'avantage des agrégats de sondage, donc ce que Frank est en train de vous montrer, c'est que tu viens qu'à éliminer tous les biais possibles. Parce qu'il va y avoir des organismes de gauche qui vont commander des sondages. Il va y avoir des organismes plus la droite, des organismes étant souvent des médias. Les ouais, puis firmes de sondage ont différentes méthodes. Il y en a que c'est des appels téléphoniques, il y en a que c'est du robocall, il y en a que c'est sur Internet. Fait que, tu sais, l'avantage des agrégats de sondage, c'est que tous ces biais-là disparaissent complètement. Là. ouais, puis t'en as deux maisons de sondage qui sont attitrées à des partis politiques. Celle des Républicains, je pense, c'est Trafalgar, si je me trompe pas. T'en as une autre du même type pour les démocrates, et vous aurez compris que chacun de ces sondages-là met toujours le parti auquel il est rattaché en avance. Donc ça, quand tu es dans des agrégats de sondage, ça t'empêche d'aller vers... Un ou l'autre. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est le vote national est important et peu important en même temps. C'est-à-dire que le, les démocrates ont besoin d'avoir le vote populaire pour gagner à cause de comment les électeurs sont répartis sur la carte. C'est vrai généralement, tandis que c'est pas vrai pour les républicains parce qu'ils ils gagnent des votes dans des comtés, en fait, dans des États qui sont moins populeux, donc ils ont moins de votes, mais ils gagnent les États. Mais c'est que dans le fond, Ouais, c'est que si tu gagnes un landslide en Californie, là, tu sais, je veux dire, c'est le plus gros État aux États-Unis. Il y a quoi? Il y a 30 quelques millions de personnes en c'est ça. Californie. Puis tu sais, si tu le gagnes à 80 qu'est-ce que ça te donne? Ben, Il c'est faut que ça. tu sois à 50. C'est Tu ça. sais. Qui gagne à 59 ou à 90, ça change absolument rien au portrait général. C'est pour ça qu'il y a un collège électoral et c'est pour ça que c'est une démocratie représentative et non une démocratie Fait que directe à la proportionnelle. Là, la règle du pouce que Frank nous dit, c'est que normalement, là, un bon indicateur quand tu veux travailler avec l'agrégat de sondage, c'est que si Harris est plus 3, ça va être break-even quasiment à l'élection. Si Harris est plus 4, est en territoire que normalement devrait Ben, gagner l'élection. selon John Mark Lager, c'est selon Léger, c'est plus 3 minimum Ouais, c'est que ça. ça prend pour un démocrate pour passer le républicain. Harris, présentement, elle est à plus 1,7 au C'est pas assez. national, dans l'agrégat. OK? C'est pas assez. Donc, Trump est à 47,4 en moyenne, Harris 49,1. Donnons juste des chiffres. Clinton a perdu avec plus 6,7 et Hum. Biden avait plus 9,4. Ça, c'est dans les sondages. C'est pas dans le résultat réel. Là. C'est dans Non, les non, c'est ça, sondages c'est qui dans les comptent. sondages. Le average de Biden, c'était plus 9,4 en 2020. Et la moyenne de Clinton, donc le average poll, si tu mélangeais tout Juste ensemble, avant l'élection. Là. juste avant l'élection, c'était Clinton plus 6,7, Trump a gagné. Biden plus 9,4. Trump a quand même fait un bon score, même si il n'a pas gagné. Là. Donc Puis là, à gardez plus en tête une chose 1,7, avec. pas fort fort. Là. Puis là, on va s'en aller vers les odds tranquillement, qui est l'autre façon, qui est notre préféré vraiment pour regarder ça. Mais gardez en tête, là, le plus 6,9 de Clinton se transférait dans les probabilités de gain autour de 80 pour Clinton. Donc, le Exact. soir de l'élection, les gens qui mettaient des mises pour parier sur les résultats de l'élection, quand on évaluait la probabilité de gain de Hillary Clinton à 80 Je veux dire, c'est gigantesque. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver que Trump gagne. Trump peut toujours gagner quand même dans ce contexte-là. 20 c'est pas la fin du monde, mais c'était hautement improbable et il a gagné quand même. Donc, tu peux pas penser que les démocrates, avec une avance de 1,7 présentement, sont confortables. Ils doivent être plus proches de la panique que vous pensez. On le voit de toute façon dans la façon que la campagne se dessine. C'est que là, présentement, les démocrates disent vouloir cibler le jeune Américain noir le plus possible. Et pour y arriver, on est en train de négocier avec Joe Rogan pour un passage à son émission. Oui. Écoute, c'est pas un électorat naturel pour Kamala Harris. Apparemment, on négocie également avec Fox News un passage dans une de leurs émissions de grande écoute. C'est pas des bons signes pour les démocrates. Je veux dire, ça commence à sentir la panique et ils sortent de leur stratégie de la trappe, autrement dit. Depuis le début, on Harris le plus possible, on ne fait pas faire trop d'entrevues, ça se résout souvent en catastrophe. Mais là, ils scrapent carrément la stratégie en se disant, ben là, on n'a pas le choix, il faut être all-in avec elle. Présentement, avec la trappe, ça ne fonctionne pas.
on est obligé de la sortir. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs gens qui doivent commencer à se croiser les doigts puis se disent advienne que pourra, là. Ben, c'est ça. Et juste pour terminer avec les sondages, parce que pourquoi on dit que faut que le candidat démocrate soit minimalement à +3? Parce que les dernières élections nous montrent que les sondages, systématiquement, pas chaque sondage, mais globalement, si tu prends les agrégats de sondage et tu prends peu importe quel agrégateur les traite, le vote républicain est systématiquement sous-évalué. Je vous donne les Ce chiffres. qu'on appelait au Québec la prime à l'urne aux libéraux, par exemple. Exact. Je vous donne les chiffres. 270 to win, donc ce qui est un des agrégateurs de sondage. Eux donnaient Trump à 43,1 % du vote en 2020. Real Clear Politics lui donnait 44 et 538, qui est une plateforme dont on a parlé souvent, lui donnait 43,4 %. La réalité, il a presque fait 47. Tu sais, t'es pas loin de la marge d'erreur, mais tu te dis, ouf, tu sais, pour les maisons de sondage, c'est pas agréable de voir ça parce que tu passes quand même pas mal à côté. Puis c'est que, tu sais, Jean-Marc Léger, là, par exemple, au Québec, que vous voyez faire des sondages, puis on est la meilleure firme de sondage, puis on prédit comme il faut. Il y a un objectif derrière ça pour eux, c'est de la publicité gratuite. Parce que la vraie manne pour ces firmes de sondage-là, c'est pas les sondages politiques. La vraie manne, c'est des entreprises comme Walmart qui vont les téléphoner, par exemple, ils vont dire écoute, j'aimerais ça que tu me dises si on a tel genre de produit, si on fait tel genre de changement dans le magasin, si le public va l'apprécier ou pas. Le vrai cash est là. Fait qu'évidemment, une entreprise, là, je dis Walmart, je ne sais même pas s'ils font faire des maisons de sondage, mais vous comprenez l'idée. Ils vont arriver, ils vont dire ben là, je veux la meilleure. Ben, la meilleure façon de le mesurer, c'est est-ce que tu te fourres ou pas quand ta job principale, c'est de mesurer les élections. T'sais. Mais la réalité, c'est qu'ils mesurent très bien le vote démocrate. C'est ça l'affaire. Regarde les agrégats de sondage pour Biden. On lui donnait 51,1 à 270 to win, Real Clear 51,2, 538 51,8. Il a fait 51,3. Donc le vote démocrate est assez bien calculé. C'est quoi qui change? L'indépendant. C'est que tous ceux qui avaient répondu Other ou Undecided, finalement, ont voté Trump en 2020. Spécial, pareil. Donc ça, c'est vraiment ça qui... c'est comme si la personne qui voulait... C'est comme si tu avais 2-3 % de gens que, quand tu leur poses la question, dans leur tête, c'est Trump, mais pour une raison ou une autre, ils répondent « Ah, je vais voter pour le libertarien » ou « Je le sais pas ». Puis il y a tout le temps un peu de sorcellerie dans cette affaire-là. Tu sais, au Québec, les indécis sont toujours une portion quand même assez importante. Puis ce qui distingue beaucoup les firmes de sondage, généralement, c'est comment ils vont répartir les indécis. Là, plus tu as de partis politiques, plus c'est compliqué, on va se le dire. Le bout de la sorcellerie des sondages est beaucoup là-dedans. Parce que tu as plusieurs façons de le faire. Puis aux États-Unis, ce que Vincent nous expliquait, c'est qu'il y a des sondages qui vont seulement sonder des gens qui sont décidés, donc decided, et il y a des sondages qui vont prendre tout le monde avec une répartition d'indécis. Ben, les résultats sont souvent différents d'un à l'autre, ce type de sondage-là. Donc, autrement dit, si on t'appelle pour un sondage, puis tu réponds ah, je sais pas trop, ils prennent pas ton résultat. Ils te comptabilisent pas, tout simplement, parce qu'ils se disent, la personne qui dit je sais pas trop, probablement qu'elle ira pas voter de toute façon. Mais il y en a d'autres qui vont dire, ben OK, on va le répartir ou des trucs comme ça. Fait que il y a une portion sorcellerie dans les sondages, c'est là qu'elle est, généralement. Puis c'est une des raisons pourquoi on aime mieux les odds politiques. Les odds, là, juste pour vous l'expliquer, pourquoi on vous en parle autant, c'est que première des choses, il y a personne qui dit son opinion dans l'intérêt d'influencer le vote. Mais un partisan démocrate ou des choses comme ça, ils vont essayer d'influencer les choses dans une direction ou l'autre. Mais quand tu regardes les betting odds, c'est que là, tu mets de l'argent sur ce que tu dis puis tu peux gagner ou perdre. Donc, si tu arrives puis tu dis je suis persuadé que Trump va gagner, ah ouais, tu mises combien? T'sais? Ah ben moi, ils se prennent un peu pour des Vincent Gelozo à profusion. Là. Ah ben moi, je mets 1000$ là-dessus. Moi, je mets 10 000$ là-dessus. Même quand tu vas sur certains sites comme Polymarket, en tout cas, Polymarket, je pense. Polymarket, c'est malade les mises qui sont là-dessus. Ah là, oui, tu vois les mises en direct, tu vois l'argent qui revole dedans. Là. Il y a des gens qui ont des 5, des 10 millions de misées sur la victoire de Donald Trump, par exemple. C'est ça.
Mais là, on les voit apparaître à l'écran là, en ce moment. Donc, je l'ai dit encore une fois pour ceux qui sont juste à l'audio. Là. Donc, les odds, là, ils se sont également sont toujours un peu en avance, en fait, sur les sondages. Là. Mm. C'est Ben, ça c'est qui est qu'à toutes les spécial. fois qu'il y a un événement qui se passe, ils vont, ça va bouger de manière instantanée. Fait que pendant le débat des présidents, pendant le débat des VP, on voit les odds commencer à bouger. Quand Trump, on apprend qu'il y a un troisième shooter qui se préparait tranquillement, ce qui a Ouais. changé dans les trois chiffres que vous voyez là, c'est celui d'en bas. Puis, je suis allé fouiller un peu sur le 0,6 c'est quoi? Ben, il y a certains sites de mise qui offre comme choix un autre candidat républicain autre que Donald Trump. Fait ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à miser un peu plus sur le fait que Trump allait se faire descendre avant Ouais, la prochaine élection. oui, Là. parce que tu peux faire un final winner by party. Puis là, tu vois que les chiffres sont un petit peu différents parce que, évidemment, tu n'as pas de haute. Là. Exact. Parce que personne pense que le Parti vert peut gagner ou whatever. Là. C'est même mathématiquement pas possible. Là. Fait que là, ce que ça dit, là, puis ça, quand on est proche de 50 là, il y a beaucoup de gens qui l'interprètent vraiment mal, ce résultat-là. Les gens pensent que c'est le résultat des votes. C'est pas ça pantoute. Ça, c'est la probabilité que Donald Trump gagne la prochaine élection. Fait que là, présentement, en étant 55-45, ce que vous avez à garder en tête, c'est la chose suivante, c'est que on est dans une zone où est-ce que c'est encore un pile ou face. Oh oui, c'est un pile ou face. C'est pas vrai que Trump est sûr de gagner. Ce qui a changé, c'est on voit que ça commence à changer pendant le débat des vice-présidents. C'est là vraiment qu'il y a eu un renversement de tendance important. En fait, c'était quasiment 53-47 à ce moment-là, mais en faveur de Harris. Fait que c'est une baisse très rapide pour Harris, une montée très rapide pour Trump. Et l'élément déclencheur était vraiment le débat des vice-présidents. Donc ça, écoute, moi, c'est un peu hors d'attente, dans le sens que je ne m'attendais pas qu'un débat vice-présidentiel pouvait influencer l'élection tant que ça. C'est ce que les chroniqueurs politiques québécois ont essayé de vous faire croire. Mais quand tu regardes les graphiques de odds, tu te rends compte que non, ça a eu un impact qui est réellement majeur. Puis ça bouge quand même vite. Puis il y a des gens qui misent au-dessus de 100 000 là, sur ces affaires-là. Là. Il y a vraiment du gros cash qui se brasse sur ça. Puis c'est ce qui fait aussi que ces marchés prédictifs-là ont généralement une meilleure performance. Puis ce que ça veut dire, je reviens, mettons, au chiffre de Donald Trump à 80 de chances de perdre, puis 20 de gagner en 2016. Puis en bout de ligne, Donald Trump, il gagne. Tu dis, voyons, ça n'a aucune valeur, ces affaires-là. Non, ça a autant de valeur. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu prends toutes sortes de... Parce que ces sites-là, là, les gens, ils s'en rendent pas compte, là, mais la quantité de questions que tu peux miser de l'argent dessus, là, c'est juste malade. Ah oui. Tu peux le faire sur le sport, tu peux le faire sur la politique. C'est ça. Tu peux Mais miser sur chacun des États. C'est des pourcentages de chance. Yann. C'est comme si, mettons, quelqu'un qui dit ah, ça marchait pas, il y avait juste 20 ou 25 puis il a gagné, donc c'est de la merde. Ouais, mais c'est comme le concept de la loto, gang. Là. Si vous avez une chance sur 1 million de gagner le truc, c'est possible que vous le gagniez. Il y a très peu de chances, mais c'est possible. Ce qui arrive, c'est si tu prends toutes les questions qui sont dans une répartition 80-20, mais ce que tu vas te rendre compte, puis c'est là que la magie des probabilités s'opère, c'est si, mettons, tu as 100 questions là, qui avaient une répartition 80-20, là, mais tu vas te rendre compte qu'il y a à peu près 20 questions là-dessus qui vont avoir été du côté qui était inattendu, puis 80 qui vont avoir été du côté attendu. Fait que c'est vraiment spectaculaire, la précision de ces trucs-là. Puis, tu sais, par exemple, là, présentement, sur des sites comme Policy Market, là, tu peux voter si Israël va attaquer l'Iran d'ici le 31 octobre, par exemple. Tu peux mettre de l'argent là-dessus, c'est free cred. Là. Non, c'est free cred. Mais avant de rentrer dans le pourquoi du comment, je vais en profiter pour plugger notre commanditaire. Tiens, j'ai décidé de faire ça dans le milieu au lieu du début maintenant. Ready for Canada. Donc, dans le fond, vous savez, on a 2 commanditaires, Ranch Brand, évidemment, vous avez entendu ceux qui sont en audio, la pub au début, vous avez toujours le code promo. Mais Ready for Canada, c'est vraiment pour les 2 catégories essentiellement de gens. Les entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre et qui ne savent pas comment faire pour recruter à l'étranger. C'est compliqué, il y a de la paperasse, tu n'as pas de staff nécessairement pour ça. Vous faites affaire avec Ready for Canada, eux autres vont vous guider, c'est un service un peu clé en main pour ça. Et même chose pour le travailleur temporaire, tu ne sais pas trop comment gérer tes papiers. Je suis correct, je suis pas correct. Y a-tu genre quelqu'un qui va venir me chercher puis m'embarquer dans un container, m'en retourner chez nous? Comment ça marche? Vous pouvez faire affaire avec ce type de service-là. Les gens sont super, ils vont vous aider dans vos démarches. Fait que
c'est vraiment un service à utiliser pour ceux qui sont dans le domaine de l'immigration temporaire, notamment. Mais c'est ça, dans les indicateurs, parce qu'il y a plusieurs indicateurs de ce qui se passe en ce moment. Les sondages, les odds, et aussi un autre truc dont on ne parle pas souvent, c'est les gens qui sont enregistrés dans un parti politique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, ça, c'était sur CNN en fin de semaine. Il est en train de tilter un gasket bien raide avec ça, là. Donc, sur CNN, on nous parlait de l'évolution du nombre de personnes, dans le fond, enregistrées dans des partis politiques. Et vous voyez à l'écran, là, ici, là, ce qui montrait, je ne le ferai pas jouer pour des questions de droit d'auteur, là, mais essentiellement, ce qu'on montrait, c'est qu'en 2016, la quantité de gens qui étaient soit inscrits ou que quand tu leur demandes est-ce que vous vous identifiez démocrate ou républicain, les démocrates étaient il y avait 3% de plus finalement que ces démocrates plus 3. En 2020, démocrates plus 6. Et Ça montre un maintenant, niveau de motivation quand même des électeurs les plus crinqués, là. maintenant, on sera à républicain plus 1. Shit. Ça aussi, c'est un autre indicateur. Et ça, peut-être dans le Patreon, on pourra Mais en tout fit. parler. Tout fit, parce que quand tu regardes la panique de la manière qui est vraiment prise du côté démocrate, puis que la campagne de Trump a l'air à chiller pas mal, là. Je veux dire, J.D. Vance, qui est hyper relax sur ses réseaux sociaux, puis qui attaque, qui attaque, qui attaque. Tu sais, tu sens vraiment que ça se sent. Tu sais, que tu regardes Kamala Harris, que tu regardes Vance, que tu regardes Trump, ben Trump est Trump, là. Tu sais, je veux dire, il gagnerait, il perdrait, tu verrais pas de différence dans ce qu'il est. Tu regardes de la manière que la nouvelle a été traitée avec CBS, avec 60 Minutes la semaine passée. T'es là, tu te dis, man, la panique est réellement pognée dans le camp démocrate. Je veux dire, ils veulent le troisième débat, ils veulent aller à Rogan, ils veulent aller à Fox News. Puis Trump, tu sais, même si Richard Etu essaie de coller des affaires, là, ça colle pas là. Richard Etu, un matin, là, il partage des tweets qui diraient là, que Trump a tout flobé l'argent qu'il avait, puis il a redirigé l'argent de sa campagne électorale dans ses entreprises. Il vit dans un monde parallèle, ce gars-là, là. Mais tu C'est sais, l'enfer. C'est on l'enfer. a beaucoup parlé dans les dernières semaines des anciens démocrates, des anciens républicains, tu sais, avec tout le trend, là, Republican for Harris, là. Ouais. Mais la réalité, c'est que de l'autre bord, il y en a autant. T'sais, on en a parlé avec Tulsi Gabbard, Robert Kennedy Jr., et là, il y en a un autre. Ça a passé un peu inaperçu, mais c'est un bon article dans le Wall Street Journal parce que je vous parle des indicateurs. Ça aussi, c'en est un. Des gens qui, historiquement, étaient des démocrates qui disent qu'ils s'en vont de l'autre bord. Donc, Trump a fait, imagine-toi donc que Trump a fait un rallye où se fait le festival de musique électronique à Coachella. OK. Et là, dans le Il fond, y il y avait en a du qui monde, disent, là, c'était l'enfer. Hein? il y en a qui disent, ouais, c'est une drôle de place pour un républicain de faire un rassemblement. Mais la raison, c'est que Gloria Romeo, donc elle, dans le fond, est dans l'organisation du festival, tout ça. Elle, c'était une sénatrice démocrate de 2005 à 2008. Et elle est rendue Trump, là. Elle dit là, ça va trop loin, les histoires, le wokisme, ce qu'on fait, qu'on veut faire des trucs dans le dos des parents avec les enfants, le genre, puis tout ça. Elle dit, moi, je suis débarqué complètement. Et c'était vraiment un article dans le Wall Street Journal. Là, tu vois la dame c'est ça, Gloria Romeo. Puis tu vois là, qu'il n'y a pas si longtemps que ça, elle était encore, elle faisait des rassemblements avec les démocrates, tout ça. Puis, tu sais, tout ça, ça se fait évidemment en Californie où ça n'a aucun rapport là, tu sais, d'avoir des trucs pro-Trump là-dedans. La Californie, ça n'a jamais voté républicain depuis Reagan, là. Donc, mais c'est des trucs, c'est des choses qui font que tu vois que Ah, mais le Texas, c'est sur le bord de tomber dans les mains des démocrates, le Oui, Frank. Là. oui, oui. Et là, autre élément, tu parlais de Rogan, mais un truc qui ment jamais, c'est les sorties de Barack Obama. Donc, Barack Obama, chaque fois qu'on le sort des boulamites, c'est toujours parce que tu as un candidat qui est dans l'embarras. Et là, tu as Barack Obama qui s'en va dans un truc de Black Voter for Harris et qui dit aux gens, là, je trouve que les gens sont pas très motivés pour voter, là. Ça fit le narratif qu'on entend aussi, que c'est exactement ce groupe électoral-là qui cause problème aux démocrates présentement. Les Ben, électeurs noirs, mâles, relativement jeunes. ben, est-il possible que finalement, Trump il était pas si à côté de ses pompes que ça avec le call sur
Je savais pas qu'elle était noire. Elle disait qu'elle était indienne. Il y a eu plusieurs vox pop qui ont été faites là-dessus de gens qui allaient dans la rue, puis ils demandaient à des Afro-Américains, puis les gens répondaient non, elle n'est pas noire. Aussi fucké que ça puisse nous paraître comme Québécois, Canadiens, Nord-Américains, tout ça, c'est vraiment un enjeu pour Que je comprendrai jamais. pour les Noirs aux États-Unis. Ben, eux, dans le fond, ils la voient comme quelqu'un qui essaie d'usurper leur réalité parce qu'en fait, Ça les agresse. ça les agresse. C'est un peu comme imaginez que c'est comme si, mettons, moi, j'allais sur une tribune, puis sur une des tribunes, je disais, hey, moi, je suis un Québécois pur laine, de Les souche. cowboys fringants. Ça. Puis quand je vais sur une autre tribune, je disais, hey, moi, je suis a proud Canadian. Ouais. Là, tu disais, ouais, le gars, il s'amuse un peu avec ses origines. Tu sais, selon un public, ou un peu comme Thomas Mulcair, qui était Tom Mulcair dans le Canada, mais Thomas Mulcair au Québec. Ouais. Tu sais, un moment donné, tu te dis, le gars joue comme sur deux tableaux, tu sais. Donc, voici Obama qui parle de la motivation des troupes. Is that we have not yet seen the same kinds of energy and turnout in all quarters of our neighborhoods and communities as we saw when I was running. Now, I also want to say that seems to be more pronounced with the brothers. Hey, c'est des faces de carême, là. Le gars, il a deux mains dans les poches. C'est pas un speech de motivation, C'est pas un gros speech de motivation. Le gars, il dit, ouais, on n'a pas encore, yet, vu le même degré de motivation que quand moi, j'étais là. Ben oui, mais Barack... Ça arrivera pas, là, Barack. C'est parce que Barack, à un moment donné, tu peux pas jouer la game du candidat noir 450 fois. Tu toi, tu étais le premier, ça a marché, tu as été élu, yes, week-end, mais maintenant, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça 125 fois. Et là, la preuve que la panique est complètement pognée, c'est qu'un matin, dans le Wall Street, tu avais un article qui disait voilà, Kamala, là, elle va annoncer aujourd'hui des trucs pour les Black Entrepreneurs. Genre des mesures ciblées pour les entrepreneurs noirs. C'est ça la débilité de tout ça, c'est qu'à un moment donné, ils viennent tellement avoir beaucoup de data sur qu'est-ce qu'ils ont besoin. Là. Puis là, tu le sens, là, je veux le jeune mâle noir américain, là, c'est lui que je veux. Là. Mais là, ça devient tellement débile dans le clientélisme là, que tu fais des affaires de même. Puis, je veux dire, c'est un couteau à deux tranchants. Là. C'est que oui, tu vas peut-être avoir des gens qui disent ah bon, enfin, on s'occupe de nous. Mais il y en a qui vont te regarder avec beaucoup de scepticisme et dire I see you. Je vois ce que tu es en train de faire, puis ça me répugne. Là, Tim Tim. C'est parce que lui et Kamala Harris, en réalité, étaient placés très à gauche sur le spectre politique. Donc là, il faut qu'ils se ressentent pour aller conquérir l'électorat américain moyen, parce que sinon, ça ne marche pas pantoute. Donc là, jamais à l'extrême gauche. Là. Non, c'est ça. Donc là, ils sont obligés de faire des trucs qui sont contre nature. Entre autres, lui, là, finalement, il s'est fait dire qu'il faut que montre que tu es capable de te servir d'une carabine, puis que toi aussi, tu es déjà allé à la chasse. Là. Ça n'a pas bien été, ça. Hey, c'est pas chic, là. Kamala, c'est montre que tu bois de la Miller, Kamala. C'est la même bière que les Américains moyens. Le gars disait à tout le monde que c'est un chasseur, puis qui c'est quasiment un... Oh non, moi, j'ai jamais été anti-gun, tout ça. Ce que tu vois de lui, il est même pas capable de mettre les balles dedans. Là. Governor, what kind of gun is it? This is the Beretta A400. I bought it when I was shooting a lot of trout because it has a kind of their patented thing, a kickoff. So when you get old, it doesn't hurt your shoulder. Tu vois que c'est n'importe. Tu vois que c'est pas naturel. Ils leur font. Ils ont amené des journalistes faire ça. Là. Ben oui, ils ont amené des journalistes avec son attaché de presse. Ouais, c'est quoi, quel type de fusil que c'est? Tu sais, pour faire genre. Mais c'est de la manipulation, là. C'est carrément de la manipulation de A à Z. Là. Mais c'est quand on dit c'est des mauvais acteurs, les gens en politique, c'est exactement ça. T'sais, je veux dire, man, t'aurais pu te pratiquer un peu, t'aurais pu t'assurer que ça chie pas dans la pelle. Je veux dire, tant qu'à faire un photo-op et que ça soit tout fake, fais-les comme du monde. Ben non, c'est ça. Et là, la grosse histoire qui est sortie en fin de semaine, c'est Kamala Harris a publié un livre en 2009 sur le crime. Puis là, qui témoigne de son expérience comme procureur, etc. Et là, c'est sorti hier soir. Ben, en fait, en fin de semaine, c'est sorti. Cette histoire-là, c'est un peu partout
dans les médias aux États-Unis. Là, je l'ai vu dans pratiquement tous les médias. Tu vois, New York Post, Kamala Harris accused of plagiarism in co-author 2009 book on criminal reform. Donc ça, je vais vous le mettre à l'écran, c'est dans le New York Post, mais vous l'avez dans pratiquement tous les journaux là, qui, à un moment donné, ils sont obligés d'en parler. Là. Et là, tu te dis, bon, c'est quoi cette affaire-là? T'sais? Pourquoi on parle de ça? C'est qu'en fait, tu as un gars qui s'appelle Stephen Weber. Lui, Stephen Weber, il a déjà, donc ça, c'est le livre en question, là, Smart on Crime. Stephen Weber, je vais vous amener à son blog, parce que moi, c'est tout le temps Thomas, là, ces trucs-là, je me dis tout le temps, bon, ça sort de où? C'est-tu Lui, c'est vrai? spécialisé un peu là-dedans, je pense, hein, de Et lui, détecter du plagiat. lui, il a déjà passé dans le New York Times, lui a déjà consacré un article comme apologétique, parce que supposément que lui débusquait des livres de gens célèbres qui, en fait, avaient soit pas écrit leurs livres ou soit plagié des livres. Donc, si vous cherchez sur lui, Stefan Weber, vous allez en trouver plein. Là. Dans le fond, le gars, de ce que je comprends, c'est un Allemand, je pense. Et lui, dans le fond, il fait ça de sa vie. Là. Il fait ça de sa vie. C'est un prof, je pense, à la base, mais il en ramasse plein. Et là, dans le fond, moi, je l'ai vu passer sur le truc Twitter de ce gars-là, Christopher Rufo. Donc, Working with CD Journal, donc c'est un journaliste, là, un journaliste un peu local, là, entre guillemets, là, qui a un Substack, puis tout ça. Là. Puis là, il dit « Exclusive, Kamala Harris plagiarized at least a dozen sections of her criminal justice book, Smart on Crime, according to a new investigation. The current vice president even lifted material from Wikipedia. » Donc, ça veut dire, là, attends un peu, il y a des sections du livre, là, c'est du copier-coller direct de Wikipédia. Là. Carrément. Et regarde, tu sais, quand je te disais, le New York Times, regarde, c'est ça. Le chasseur de plagiat qui terrorise le monde allemand, finalement. Donc, lui, là, il a réussi même à faire démissionner des politiciens, ce gars-là, parce qu'il avait débusqué le fait qu'il avait crossé des livres, là, finalement. Il avait dit qu'il avait écrit des trucs alors que c'était du plagiat, que c'était n'importe quoi. Ça, c'était l'article apologétique de lui dans le New York Times. Ce qui m'amène à son blog sur lequel qui s'appelle plagiagustation.com. Et là, tu as la section justement sur Kamala Harris. Et là, ce qu'on peut voir dedans, là, regarde, là, c'est toutes les sections du livre. Il y a preuve à l'appui, tout. Là. Qui sont des éléments de plagiat. Et là, regarde, tu peux même. La plus drôle, déjà au début, c'est fucking drôle. Là. Ce qu'on dit, c'est que dans la préface, à la page 10 du livre, Harris s'est approprié une anecdote racontée par Martin Luther King et l'a racontée comme étant une mémoire d'enfance, misspelling include. Donc, même les. Attends un peu. Même les erreurs de prononciation sont là, là. Exact. Et là, tu vois ici, regarde, Martin Luther King Jr., dans une entrevue avec Playboy en 1981, raconte que, dans le fond, elle raconte une anecdote de quand il était petit. Il avait vu une jeune fille, bon, qui s'était fait interpeller par un policier. Puis là, finalement, la petite fille aurait regardé le policier, puis elle aurait dit, quand il aurait demandé « Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me regardes? » elle aurait répondu « Freedom ». Et là, Kamala Harris raconte qu'elle était avec sa mère quelque part et qu'il y a un policier qui la regarde, puis il dit « Qu'est-ce que tu veux? » et elle répond « Freedom ». Michael King Jr. OK, mais je pense que c'était peut-être son... Et pourquoi c'était écrit en 1981, cette affaire-là, dans Playboy? C'est ça j'imagine que l'entrevue a été rendue publique plus tard, là, j'imagine. OK, c'est un truc... Ils ont pris de quoi quand même d'assez caché, là. Tu sais, je veux dire, une entrevue de Playboy de 1981, c'est quoi? Il est mort en 68, c'est que c'est 13 ans après sa mort. Ils ont trouvé ça quelque part, puis ils l'ont copié intégralement. Là. Genre. Wow. Oh, ouais, c'est ça. Mais tu vois, regarde, des bouts là, qui sont carrément copiés. Là. Donc, ça, c'est un article à droite qui est un article publié par un gars qui s'appelle Chris Sulentrop dans le New York Times Magazine en 2006. Son livre est publié en 2009. Faites juste regarder le texte. Richard Nixon, 1968, campaign for president is generally credited with making crime a partisan issue. Et là, dans le texte d'à côté, The party of Richard Nixon, 1968, Law and Order campaign with Willie Horton commercial is beginning to embrace the idea that prisoners have not only souls that need saving, but also flesh that need caring for in this world. Et là, elle enchaîne avec,
Regarde, les deux, c'est le même texte. Là. Puis, en 1974, un éminent criminologiste nommé Robert Mattinson a publié un papier. Et là, regarde dans le texte qu'elle aurait plagié. Mais en 1974, le sociologue nommé Robert Mattinson a publié un article intitulé What Works. Et là, il continue. Puis là, regarde, c'est plein de mots carrément que tu retrouves. Et là, tu sais, si ça arrive une fois, tu te dis, bon, tel que tel, peut-être qu'elle s'est inspirée de ça, puis elle ne l'a pas nécessairement cité. Bon, moi, si c'est une ou deux occurrences, j'en ferai pas de cas. Mais là, lui, il a analysé le livre au complet. Dans un autre article, là, Martin Luther King dit ça à Playboy, mais pas en 81, il dit ça en 1965. OK, donc Puis, c'est l'édition probablement du magazine qui a été réédité. puis lui, quand il répond aux policiers, il dit Freedom, mais tu sais, genre pas de R. Puis quand Kamala Harris le dit, elle a dit Freedom, F-E-E. Ouais. Elle n'a pas mis le W, mais tu sais, c'est quasiment pareil. Là. Ben oui, mais voir que cette histoire-là arrive à deux personnes. C'est capoté. Là. Et là, regarde, t'en as un autre. Ah non, mais ici. plagier des anecdotes, Frank. Des anecdotes d'enfance. Tu peux pas Non, plagier mais ça. check ça ici. Ça, c'est son livre. Donc, elle donne les 4 étapes pour, dans le fond, penser le crime. Ça, c'est à la page 60 et 61. The copy content is also so general and trivial that it's puzzling why it is used at all, especially when it could. Puis là, il continue, mais ça, c'est carrément, check à côté le texte. C'est un autre bout, c'est identique. Define the problem. Define the C'est problem. 90% pareil. 90% pareil. Et là, regarde, ça continue. Là, ceux qui veulent s'amuser. Là, Dans le fond, vous elle a fait irez affaire voir. avec un ghostwriter ou un co-auteur, parce qu'il disait quand même que c'est un livre avec un co-auteur, puis elle est tombée sur un gars qui n'était pas très vaillant. Là. Mais le meilleur bout, man, regarde. C'est ça qui est arrivé. Là. Wikipédia. Man. Hey, c'est quasiment. C'est pas loin d'être intégral. Là. Mais c'est qui? Mais je veux dire, ce gars, la personne qui écrit son. Parce que moi, pour vrai, je ne pense pas qu'elle l'a plagié. Parce que je pense qu'elle n'a pas écrit son livre, comme tous les politiciens. Bon, exact. Elle est tombée sur un cheap. Elle est tombée co-auteur. sur vraiment un cheap ghostwriter ou co-auteur qui, lui, s'est pas fait chier et dit envoie Kamala. Moi, je Je vais te l'écrire copie-colle. ton livre. Hey, c'est du copie-colle, check. Je comprends même pas comment des gens peuvent justifier ça en disant que c'est pas vrai, là. C'est le même texte. Regarde, tu vas dans Midtown Community Court, puis là, tu vas voir, regarde, launch in 1993. Puis là, regarde, tu regardes ici. For example, a model in New York City launched in 1993. Puis là, tu commences. Regarde, Midtown Community. Puis là, c'est exactement le même texte. Ils ont changé. C'est même un travail de cégep. Le prof se rend compte que c'est du plagiat. Là. Aïe, aïe. Puis là, regarde, ça continue. Le gars a vraiment fait une étude exhaustive du livre. Là. Toutes les sections. Quand tu vois ici, c'est Hey, ça, c'est. Il n'y a même pas de mots différents là, dans cette section-là. Là. Les deux couleurs, jaune, bleu, mauve, des deux livres sont aux mêmes places, dans le même ordre, avec presque pas de différence. Ah non, regarde, c'est complètement capoté. Là, regarde, ça continue, ça continue. Par, Wow. ils ont même reuse of the book in the inaugural remark. Même la préface et les notes du début, tu sais, le genre La avant-propos. préface, c'est le bout le plus personnel d'un livre. Ça veut dire que même ça n'a pas été écrit, man. Wow. Et là, ben, l'histoire a fait le tour des États-Unis, même commenté par le potentiel vice-président lui-même. Je vais terminer avec ça avant qu'on aille sur... bien aller. avec OK, non, le- c'est J.D. Vance. OK, c'est pas... Hey, c'est magique, man, son pas commentaire. Lui, il écrit « Hi, I'm J.D. Vance. I wrote my own book, unlike Kamala Harris, who copied her from Wikipedia. » Le Et là, il rajoute- deuxième est meilleur. Le deuxième tweet est encore meilleur. Il dit une note pour les fact-checkers des grands médias. Vance's tweet is missing important context. Kamala Harris only copied some of her book from Wikipedia. Donc, il prévoit Ils déjà... ont-tu dans le cul, les fact-checkers? Il prévoit déjà l'intervention des fact-checkers. Oui, elle n'a pas copié tout son livre sur Mais Wikipédia. je me demande si... D'ailleurs. Dans le Patreon, on va faire l'exercice. On va aller voir si
c'est un gros scandale. Là. Tu ouvres ton Twitter, puis tu vois les interventions américaines. Tout le monde parle de tout ça en fin de semaine. Ben là, regarde, en ce moment, excuse-moi de te couper, là, mais quand tu vas, moi en ce moment, je suis sur mon Twitter, la barre sur le côté, 1,34 millions de posts sont le tag Kamala Harris en ce moment. Là. C'est le talk aux États-Unis. As-tu vraiment copié son livre sur Wikipédia? Fait que sur Patreon, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le tour de nos médias québécois, voir si on parlait de cet événement, ce game changer-là en fin de semaine. On va commencer par Richard Etu. Moi, c'est mon préféré, fait que je veux commencer par lui en premier. On fait l'exercice sur Patreon.